Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver et surtout de vous voir aussi nombreux, animés par une très saine curiosité, la curiosité de savoir, la curiosité aussi du débat. Et c'est avec vraiment beaucoup d'honneur, beaucoup de joie de recevoir Catherine Bréchignac, de la retrouver. Catherine Bréchignac est une très belle personnalité. C'est une physicienne importante dans le domaine de la physique nucléaire, des nanotechnologies. Elle a été, bien entendu, directrice générale du CNRS, présidente également, et puis là où nous l'avons connue, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. C'est là un rôle qui n'est pas facile dans une grande maison où vous imaginez la puissance des personnalités, car il y a les savants qui sont d'ailleurs les plus grands, dont la modestie, la relativité des choses conduit à une relation toujours souple. Et puis il y a des grosses personnalités qui sont parfois effectivement plus, comment dire, tendues. Et être secrétaire perpétuel, eh bien c'est équilibrer, harmoniser, donner une politique. Et notamment, c'est sous son secrétariat que Catherine Bréchignac a fait fêter les 350 ans de l'Académie des sciences. Donc, c'était donc en 1666. Et ainsi, un livre merveilleux, qui est l'histoire de cette Académie des sciences, a été produit. Je vous invite à le consulter là où vous pouvez le consulter ou l'acheter. Je crois qu'il est d'ailleurs toujours disponible, j'imagine. Voilà. Catherine Bréchignac nous a reçus, c'est un souvenir que nous partageons, parce qu'avec l'Académie des sciences, grâce à vous, madame, nous avons pu sceller une relation de partenariat, notamment en pouvant collaborer avec la fondation qui est sous égide de l'Académie des sciences. Et dans une rencontre, on en a eu plusieurs, et nous avions à cette époque eu une innovation avec Miguel Chevalier qui nous avait projeté sur l'église un spectacle qui était les Fractable Flowers. Et nous avions là effectivement des fleurs qui étaient numérisées, qui étaient assez, comment dire, géométriques, mais qui venaient par une interaction du passant, venir se ployer. Et sur cette idée de la fractabilité, eh bien, Catherine, vous nous avez présenté, tout simplement parce que vous êtes allé sur les microscopes électroniques, et je ne sais plus sur quels, effectivement, minéraux, vous nous avez donc présenté la fractabilité qui est dans la nature. Et c'était, alors là, des dessins absolument sublime avec les mouvements. Ça, c'est un souvenir. C'était un petit clin d'œil que vous nous avez offert. Je m'en souviens vraiment. Alors aujourd'hui, vous êtes également, et ça c'est un rôle qui vous va très très bien, ambassadrice déléguée à la science, la technologie et l'innovation. Donc vous imaginez qu'il y a là toute cette capacité à rassembler, à passeur des sciences, mais aussi parce que vous écrivez, vous vous êtes donné le temps aussi de devenir essayiste, et notamment le dernier ouvrage, celui dont Madame la secrétaire perpétuelle va vous parler, Retour vers l'obscurantisme. C'est un enjeu qui est considérable, parce que nous vivons dans un temps de terrorisme intellectuel, où les opinions qui ne sont pas nécessairement issus des plus grands savants ou des meilleurs experts. D'ailleurs, ce terme d'expert, il faut parfois le mettre entre guillemets. Et par là, eh bien, il y a une sorte, effectivement, par le fanatisme, par des idéologues, des charlatans qui viennent gommer cet extraordinaire cheminement que les philosophes et les savants ont pu faire pour sortir l'humanité de l'obscurantisme. Et c'est donc dans ce livre,
et vous allez entendre, et après vous allez vous le procurer, vous allez le lire avec délice, parce que c'est une promenade dans l'histoire de l'humanité. Les découvertes sont par du feu. Il y a tout l'apport des philosophes grecs, donc helléniques, et puis un gros clin d'œil à Démocrite, bien entendu, le premier qui nous parle d'atomes. Et puis nous cheminons ainsi sur ce mouvement qui est celui de la découverte, de plus en plus de découvertes. Avec, ça m'a beaucoup frappé parce que la physicienne a beaucoup parlé de chimie dans ce livre. Et notamment, ce tournant avec Lavoisier. Lavoisier, qu'on nous enseigne toujours parce qu'il a été le premier à faire l'analyse de l'air, mais c'est beaucoup plus. C'était un savant, mais aussi c'était un homme de la société de son temps. Il était fermier général le matin et il était avec ses collègues, les financiers de la ferme générale, à l'administration et l'après-midi dans son laboratoire. Voilà une implication dans le monde, mais surtout, je parle trop, et c'est Catherine Bréchignac que vous attendez. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire adjoint à la culture, Monsieur le directeur général du Centre des Arts, cher Dominique, et puis vous, alors, la médiathèque et toute l'équipe de la médiathèque, parce que, bon, vous avez été remarquable dans la préparation de cette soirée. Et des précédentes, d'ailleurs. Bon, donc, je vais vous parler ce soir du retour vers l'obscurantisme. Je garde mon manteau parce que je trouve que dans cette pièce, il fait froid. Donc, quand il fera un peu plus chaud, peut-être, quand j'aurai plus parlé, peut-être que je l'enlèverai. Donc, oui, alors, retour vers l'obscurantisme. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Alors, en fait, j'ai écrit ce livre parce que ça faisait déjà un certain temps que je trouvais que la science était malmenée et que c'était très injuste et qu'il fallait maintenant la protéger parce qu'elle est mise à mal. Et puis, ce qui m'a vraiment donné l'idée de l'écrire vraiment, c'est que le temps de l'écrire, en fait, c'est le confinement. Alors, quand on a pu choisir l'endroit où on se confinait, j'ai tout de suite pensé à la Bretagne, puisque j'ai de l'ADN breton dans le corps, et une maison là-bas. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je vais être au bord de la plage et je vais pouvoir marcher sur la plage, réfléchir, et ça va être très bien. Mais voilà que les politiques nous ont dit interdiction d'aller sur les plages. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais quand même, c'est absurde. Comment le Covid peut-il aller tout seul sur une plage ? Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'aller sur la plage ? Mais impossible, c'était interdit. Donc, je n'ai plus la regarder que du bord. Et puis ensuite, on a eu l'affaire des masques, et puis on a eu l'affaire de l'immunité collective. Alors ça a été le pompon pour moi, parce que l'immunité collective, en fait, soit vous êtes malade, vous attrapez le virus. Alors, bon, vous êtes malade, vous en guérissez, ou vous mourrez. Après, vous ne pouvez plus le transmettre. Deuxièmement, soit vous êtes vacciné, soit vous n'êtes pas vacciné. Et si le nombre de personnes non vaccinées est petit, évidemment, le virus ne va pas se propager, et c'est très bien. Ça, c'est l'immunité collective. Mais tout d'un coup, on apprend, très peu de temps après le début de la maladie, que vous pouvez attraper la maladie 2 fois. Mais 2 fois, ça veut dire que ça n'a pas de sens, cette immunité collective. Donc, ça n'aura pas de sens. Et donc, ensuite, parler sans arrêt de tas de choses comme ça, j'ai éteint la radio, la télévision, j'écoutais de la musique et écrit le livre. Voilà, donc ça c'est la plage où je suis. Alors ce livre, donc je l'ai écrit à ce moment-là, et j'ai fait venir un personnage qui s'appelle Agile, A-G-I-L. Alors Agile, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de la salle, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être moi. C'est en fait celui qui a envie de penser. Bon, certains n'ont pas envie de penser, donc ils ne se sentent pas concernés. Donc, Agile part, et il part avec toute cette histoire à la recherche de la vérité. Alors, où est la vérité ? Alors d'abord, il va chercher la vérité dans le réel,
Il voit des femmes qui sont la femme qui représente la vérité, qui se cache dans la nature, et tout d'un coup, il en voit une qui jongle avec des chiffres, et il se dit qu'est-ce que c'est que cette vérité, et ça c'est la vérité scientifique, et c'est derrière elle qu'il va courir. Mais avant, il se dit, quand même, je ne suis pas le premier à penser où est la vérité, donc il retourne vers le passé, et il va trouver Platon. Et Platon lui dit « Attention, nos sens peuvent nous tromper. Donc, essayer de comprendre, d'avoir la vérité sur la réalité, c'est difficile si on ne s'intéresse qu'à nos sens. » Et donc, il relie à Gilles l'allégorie de la caverne. Alors, l'allégorie de la caverne est intéressante parce que ce sont des prisonniers qui sont enfermés, enfin même enchaînés dans une caverne et qui voient les autres à l'extérieur à travers leur ombre. Et donc, l'ombre produite par le feu. Et donc, ils s'imaginent ce que peuvent faire ces gens à l'extérieur de la caverne, etc. Et puis, il y en a un, au bout d'un moment, qui sort et qui voit et qui dit « j'ai la réalité, j'ai la vérité ». Et Platon, toujours de lui dire « ah non, non, vos sens peuvent vous tromper ». Alors, il continue. Et là, vous voyez effectivement la différence entre l'apparence et la réalité. Regardez le bas des colonnes. Quand vous regardez le bas des colonnes, vous voyez 2 colonnes. Quand vous regardez le haut des colonnes, vous voyez 3 colonnes. Et si vous essayez de balayer votre œil entre les deux, vous avez un passage qui est un peu difficile, où vous vous dites combien il y a de colonnes. Oh, il y en a peut-être 5, par exemple. Bref. Donc là, c'est l'apparence, la différence entre l'apparence et la réalité. Et Platon, en fait, lui, n'aimait pas le mimétisme. Et en fait, il préférait les images symboliques qui sont proches des concepts à celles qui tentent de reproduire la réalité et qui peuvent conduire à des illusions. Et Platon préférait les descriptions égyptiennes. Alors il faut voir qu'à l'époque, il y avait quand même l'Égypte et la Grèce, qui étaient quand même 2 grandes civilisations du bord de la Méditerranée. Les Égyptiens avaient une civilisation extraordinaire, c'était des ingénieurs, ils savaient embaumer leurs morts, ils savaient faire travailler l'or, ils savaient construire des pyramides, etc. Mais ils vivaient en symbiose avec leurs dieux. Et donc, toutes leurs images étaient symboliques parce que c'était de la symbiose avec leurs dieux. Les Grecs, de l'autre côté de la Méditerranée, eux, ils avaient mis le dieu dans l'Olympe, ils vivaient leur vie éternelle, mais ils étaient indépendants du reste. Et les Grecs, eux, s'intéressaient à la terre. Donc, ils s'intéressaient beaucoup plus au réel. Et donc, ils s'intéressaient beaucoup plus à la réalité. Et c'est là où Platon leur disait « Attention, attention à cette réalité, c'est peut-être plus facile de dessiner des symboles que de dessiner des choses réelles. » Alors ça a fait réfléchir à Gilles. Et donc, il est parti à la recherche de la vérité. Alors, il saute 2500 ans, il arrive au siècle des Lumières et il rencontre Kant. Et Kant, dans son livre « La critique de la raison pure », lui dit « La vérité, dit-on, consiste dans l'accord de la connaissance avec l'objet. Or, le seul moyen que j'ai de comparer l'objet avec ma connaissance, c'est que je le connaisse. » Ça pose quand même un peu un problème. Donc, un moyen extérieur de reconnaître la vérité, c'est de la comparaison de notre propre jugement avec le jugement des autres, parce que le point de vue subjectif n'est pas le même chez tous. Alors ça, c'est une approche absolument sociologique qu'avait Kant. Et donc, essayer de minimiser le subjectif en comparant tous les subjectifs les uns avec les autres. Mais alors, à ce moment-là, Gilles se dit, oui, mais alors le coup des pylônes de tout à l'heure, des colonnes, tout le monde a la même subjectivité. Est-ce que ça a un sens de comparer des subjectivités qui vont être la même pour tout le monde? Alors, il se dit, bon, je vais revenir encore un peu en arrière. Et il revient 150 ans en arrière, il rencontre Galilée. Galilée qui faisait tomber des cailloux du haut de la tour de Pise. Alors ça, c'est une légende en fait. Galilée ne faisait pas tomber des cailloux du haut de la tour de Pise. Mais il était intrigué par le fait que les pierres, quelle que soit leur taille, leur masse, descendaient, tombaient avec le même mouvement. Et il se disait, mais quand même, c'est étonnant,
Parce que quand vous prenez une armoire normande, enfin il n'y en avait pas à l'époque, c'était en Italie, mais quand vous prenez quelque chose de très lourd et que vous le poussez, ça vous demande une force énorme, alors que quand vous poussez un petit caillou, c'est rien. Et comment ça se fait qu'ils tombent tous les deux pareil? Et là, il a commencé à dire, je vais faire des mesures. Alors, il a pris un plan incliné, il a mis un objet sur le plan incliné, et il a mesuré le temps que mettait l'objet, avec les battements de son cœur, le temps que mettait l'objet pour descendre le plan incliné. Et il a montré qu'en fait, il y avait une relation entre la longueur du plan incliné et le temps, et que la longueur était proportionnelle au carré du temps. Et ça, quelle que soit la masse. Et c'est là où il a commencé à dire la nature est un livre écrit en langage mathématique. Alors moi, je ne dirais pas tout à fait ça. Je suis désolée de contredire un tout petit peu Galilée. Je dirais la nature est un livre écrit par l'homme en langage mathématique. Donc en fait, c'est au début du XVIIe siècle qu'on a défini la démarche scientifique, qui est selon un protocole bien établi, qui est 1. La découverte, peu importe si elle est subjective, 2. La mesure, qui elle n'est pas subjective, puis à côté de ça, une théorie et une comparaison entre le résultat de la théorie et l'expérience. Et c'est ça la démarche scientifique. Donc la science, elle est fille de la raison chiffrée, elle permet de prévoir, mais elle ne peut pas répondre à tout. En effet, vous ne pouvez pas mesurer le comportement humain. Vous ne pouvez pas mesurer vos sentiments. Vous ne pouvez... Donc il y a tout un tas de disciplines qui sont maintenant appelées sciences humaines et sociales, sciences économiques, même sciences religieuses, et qui n'ont rien à voir avec cette démarche scientifique que l'on appelle parfois science exacte. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, la science exacte, la science chiffrée, la science de la mesure ne peut pas répondre à tout. Et c'est une erreur de vouloir lui demander de répondre à tout, parce que c'est un outil pour comprendre. Et cet outil pour comprendre, vous n'utilisez pas n'importe quel outil pour comprendre n'importe quoi ou pour faire n'importe quoi. Donc il faut vraiment l'utiliser à sa juste valeur et lui réduire son périmètre au périmètre dans lequel elle peut répondre. Ça ne veut pas dire que le reste, les sciences humaines et sociales qu'on appelle sciences, sont des disciplines inintéressantes. Pas du tout, au contraire, c'est des disciplines extrêmement intéressantes. Il faut les faire dialoguer entre elles, mais enfin, il faut que chacun garde sa spécificité. Bon, alors, je laisse ce Galilée, bien que cette histoire de masse est très intéressante, parce qu'elle sera reprise après par Newton, puis ensuite par Einstein, et en fait on est toujours en train de vérifier si la masse gravitationnelle est égale à la masse inertielle, et pour l'instant à 10-15 près c'est toujours vrai. Alors donc cet outil pour comprendre, Agile se dit je vais le voir si on peut, quels sont les scientifiques qui l'ont vraiment utilisé. Alors un scientifique qui a fait une rupture fondamentale et qui est un personnage extraordinaire, c'est Lavoisier. Lavoisier avait fait une rupture de pensée à la chimie. Avant Lavoisier, la chimie était vraiment une accumulation de matériaux, de tout ce qu'il y avait, de réactions les uns avec les autres. Mais on n'avait pas extrêmement bien compris ce que c'était que la chimie. Et surtout, il y avait un problème qui était là, qui n'était pas du tout résolu, qui était le problème du feu. Depuis les Grecs, on avait la matière qui était sous l'aspect du solide, du liquide, du gaz, et puis du feu. On avait 4 états de la matière. On croyait qu'il y avait 4 états de la matière. Et donc, qu'est-ce que c'était que le feu? Alors le feu était pour tous ces gens-là considéré comme étant une matière qui pouvait se transformer en feu, et on l'appelait le phlogistique. Et donc, dans toute autre matière, vous aviez une partie de ce phlogistique qui s'enflammait. Donc, quand vous aviez le feu, au contraire, une partie partait en phlogistique.
Le phlogistique se séparait du reste de la matière. Et donc Lavoisier s'est dit, je vais le mesurer. Et c'est là l'idée d'assez géniale de Lavoisier, c'est de dire, je vais le mesurer. Donc il commence à prendre du phosphore parce qu'il sait que le phosphore, c'est facilement inflammable. Il prend le phosphore, il le met sous sa cuve, il met des rayons du soleil avec une loupe dessus, et d'abord il le pèse, j'oublie, il pèse le phosphore, il le met sous la cuve, il met les rayons du soleil, le phosphore s'enflamme, il le laisse refroidir, et il le pèse après, et il constate quoi ? Que le résidu est plus lourd que le phosphore initial. Alors il se dit plus lourd, mais alors le phlogistique alors. Et puis après il constate encore plus que ça que l'air avait diminué, la pression de l'air avait baissé. Alors il se dit mais non, mais on a l'impression qu'il y a de l'air qui est rentré dans le phosphore, que c'est ça qui a fait la flamme. Et là, c'est là qu'il a eu l'idée, effectivement, de mettre en évidence l'oxygène et de montrer que c'était l'oxygène de l'air qui qui permettait la combustion, et que donc le feu n'était qu'une réaction chimique, et qu'il y avait 3 états de la matière, le liquide, le gaz et le solide. Alors maintenant, on sait très bien qu'effectivement, quand vous prenez du bois, qui est formé de beaucoup de carbone, que vous prenez une allumette, vous allez former du CO2, parce que c'est avec de l'oxygène O2 qui va s'évaporer parce que c'est une molécule, et que, au fond, quand vous mettez un feu de forêt, vous prenez de l'oxygène de l'air pour le transformer en CO2. Alors, aujourd'hui, on va vous dire, ah oui, mais les feux de forêt, on en a beaucoup à cause du réchauffement climatique. Non, c'est à cause des incendiaires à qui on peut expliquer tout à fait correctement ce que c'est que le feu, et qu'il y a la double peine parce qu'on perd de l'oxygène et on récupère du CO2, mais qui trouvent ça toujours peu intelligent, mais ils le font quand même, d'enflammer les forêts, ce qui montre que l'instruction n'est pas la même chose que l'intelligence. Alors ça, c'était Lavoisier. Alors après, Agile se dit, mais si je vais au siècle plus tard, qu'est-ce qui se trouve ? Alors au siècle plus tard, ça a été, 19e, c'était les ondes. Alors les ondes, ça c'est extraordinaire. Les ondes, vous savez, vous avez tous envie, quand vous avez un lac ou un plan d'eau, de jeter un caillou, plif, et puis vous voyez les ondes se former sur la surface de l'eau. Alors il ne faut pas croire que l'eau se propage. L'eau ne se propage pas, l'eau oscille autour de sa position d'équilibre, et c'est le mouvement de l'eau qui se propage. Alors ça, c'est bien, mais tout d'un coup, on se dit, mais il y a le soleil, il y a la lumière, etc. Et on se rend compte que aussi la lumière se propage comme une onde. Et au XXe siècle, on a eu vraiment l'idée de se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette lumière qui se propage ? Alors, dans l'air, vous n'avez pas, dans le vide, vous n'avez pas de milieu. Qui va se propager ? Donc l'onde va se propager. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire de cette chose ? Si on modifie un tout petit peu la fréquence de l'onde, alors cette petite variation va se propager. C'est ça le signal. C'est ça que vous avez quand vous avez votre radio FM, là, IDFM, ici, que vous avez ici à Enghien, eh bien, FM comme modulation de fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le signal que vous pouvez transporter. Alors ça a donné l'idée d'avoir de la transportation du signal et de pouvoir transporter à distance, et d'avoir maintenant nos téléphones portables. Alors, pour avoir les téléphones portables, il faut quand même envoyer le signal d'un endroit, on les envoie d'une antenne. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors tout d'un coup, Agile, il entend le téléphone portable qui sonne dans sa poche, et donc l'onde qui vient d'arriver avec le signal qu'elle transporte sur elle-même, et donc ensuite il répond, et c'est un ami qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Alors il lui répond, et le signal repart un autre vers l'antenne. Ensuite, sur l'antenne, il se transforme en signal électrique, puis après, il se retransforme en signal lumineux, il part dans la fibre optique, il traverse l'océan sous la fibre optique, ressort de l'autre côté sur une antenne, revient au téléphone de son copain. C'est comme ça que vos téléphones fonctionnent. Et là, on a fait des tas de progrès avec ça. On a commencé à mettre ça
aux environs de 2000. Et puis après, on a commencé à avoir la deuxième génération, la troisième génération, la quatrième génération. Et maintenant, on est à la cinquième génération. Et pour mettre de plus en plus de signal, de plus en plus sur l'onde électromagnétique qui transporte ce signal. Mais voilà que la cinquième génération, on avait un peu changé la fréquence de la porteuse. Et tout d'un coup, tout le monde s'est mis à avoir peur de la 5G. Alors, la peur de la 5G a commencé à prendre un peu partout. Et à Saint-Cloud, une ville de l'autre côté toujours à côté de Paris, un peu plus au sud, à l'ouest, on avait construit des antennes de 5G, l'une à côté d'une école et l'autre pas très loin d'un EHPAD. Et là, les habitants de Saint-Cloud ont commencé à se paniquer. C'est pas possible, on peut pas garder ces antennes-là, il faut les enlever. Et les uns avaient mal à la tête, les autres avaient des saignements de nez, les troisièmes avaient mal au ventre, vomissaient, etc., etc. Il y avait vraiment des symptômes de la population et les antennes n'étaient pas branchées. Et ça nous fait rire. Mais au fond, il faut prendre ça très au sérieux. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la peur imaginaire que vous créez peut vraiment vous faire du mal, peut se transformer en des manifestations physiques. Et Maupassant a écrit 2 ouvrages sur la peur que je trouve absolument extraordinaires, qui sont des tout petits opuscules, qui montrent que la peur ancestrale, la peur de ce que vous entendez un bruit, vous avez peur. Bon, ça c'est une peur qui vous alerte. Mais que la peur induite par l'imagination est une peur vraiment extrêmement forte et qui peut durer et qui peut vraiment vous faire du mal. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère et bien expliquer comment ça marche et pourquoi ça marche. Alors, est-ce que les ondes sont dangereuses ? Je dirais oui et non. Vous enlevez la lumière du soleil. Vous allez l'été, quand il fait chaud, et vous n'avez pas besoin de manteau, vous allez au soleil, et puis vous commencez à brunir, et puis la lumière du soleil est extrêmement intéressante, parce qu'elle vous permet, elle pénètre dans votre peau, et là, dans vos cellules dermiques, elle va avoir des réactions photochimiques, et puis fabriquer des différentes molécules, et terminer par la vitamine D. Vitamine D extrêmement utile pour l'organisme. Mais si vous allez trop fortement au soleil, avec un soleil brûlant, vous allez vous brûler la peau et ça va donner, c'est cancérigène. Donc effectivement, l'intensité lumineuse est dangereuse. Si vous mettez trop d'intensité lumineuse, effectivement, vous pouvez avoir quelque chose de dangereux. Et si vous en mettez peu, vous n'avez pas de danger. Donc c'est toute une question de dosage et d'équilibre et qu'il faut savoir où est le danger, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors ça permet cette peur de réfléchir entre le savoir et la peur. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle découverte, dès qu'un savoir est acquis, c'est l'imagination de ce que l'homme peut créer au moyen de ce nouveau savoir qu'il vient d'acquérir, que ça déclenche la défiance et la peur. Alors c'est le cas de l'électricité. Quand au début du XXe siècle, en 1900, vous avez eu la grande exposition universelle avec l'électricité dans les rues de Paris, et puis après, il y a eu Dufy qui a fait son magnifique tableau, La Fée électricité. Eh bien, tout le monde trouvait que c'était extraordinaire. Puis tout d'un coup, les gens ont commencé à avoir peur. Ah mais non, mais l'électricité, ça va nous faire mal à la tête, ça va nous faire mal aux yeux, c'est pas possible, on va plus avoir le jour et la nuit, et puis c'est dangereux, on peut s'électrifier. Il y avait des médias qui racontaient des histoires absolument horribles de gens qui sont électrifiés, qui sont électrocutés. Et puis la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est que les Américains utilisaient la chaise électrique pour tuer, pour la peine de mort. Donc effectivement, il y a eu toute une polémique contre l'électrification il faut savoir ça quand même du pays, et dans les campagnes qui ont été électrifiées vers 1920, 1930, eh bien vous aviez encore des gens qui ne voulaient pas avoir l'électricité dans leur maison parce que c'était le diable qui rentrait dans la maison. Vous
quand on appuie sur un bouton, on voit de la lumière, ce n'était pas possible. Donc en fait, il y a eu toute une éducation à faire, et maintenant, plus personne n'aurait idée d'aller se mettre les doigts dans la prise électrique pour s'électrocuter, sauf celui qui veut se donner la mort. Donc c'est important de savoir où est le danger, comment est le danger, comment l'éviter, qu'est-ce qu'il faut faire. Et il est arrivé la même chose, en fait, avec le nucléaire. Quand on a créé les premières centrales nucléaires, après la Révolution, quand De Gaulle a lancé le programme nucléaire, on s'est dit, mais c'est extraordinaire, ça va nous donner une énergie énorme, parce que l'énergie qui est localisée dans le noyau de l'atome est quelque chose de fabuleux. Donc, on va la libérer, et on va avoir de l'énergie à volonté. Au départ, c'est parti, et puis ensuite, les gens ont commencé à avoir peur. Mais non, c'est des rayons, on ne les voit pas. Enfin bref, et il faut de la sécurité. Et ça a donné toute cette peur du nucléaire qui, finalement, quand on fait le bilan, évidemment, si vous construisez une centrale là où vous allez avoir un tsunami, c'est sûr que c'est pas très malin. Mais quand vous faites tout le test, c'est ce qui se passe en France, où on était le pays en avance sur tout le monde, et on a pris du retard parce que justement les gens ont eu peur, il faut vraiment réfléchir à où est le danger, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce danger, comment le contrôler, comment y faire attention, et puis ensuite on surpasse le danger parce qu'on aura besoin d'électricité pour la planète. Alors, maintenant, du coup, avec tout ça, la société commence à s'éloigner de la science parce que la partie théorique de la science devient de plus en plus compliquée. Et donc, on peut difficilement en discuter facilement quand on n'a pas appris. Et donc, la société s'en éloigne, elle prend peur, elle s'en éloigne. Et pourtant, elle la traite un peu comme une opinion dans l'opinion publique, ce qui n'est pas bon. Et c'est ça qui donne le retour vers l'obscurantisme. Alors, quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est que l'obscurantisme, le terme d'obscurantisme, j'ai été le prendre dans le trésor de la langue française, c'est une attitude, une doctrine, un système politique ou religieux visant à s'opposer à la diffusion, et notamment dans les classes populaires, des lumières, des connaissances scientifiques, de l'instruction, du progrès. Et ce terme est apparu en 1815 par opposition au siècle des Lumières, mais le concept, en fait, il existait depuis plusieurs siècles. Et Voltaire, dans son livre, dans un petit ouvrage qui s'appelle « De l'horrible danger de la lecture », que je vous conseille de lire parce que vraiment, il est très, très... C'est un pamphlet que je trouve remarquablement bien écrit. Et Voltaire nous disait, mais lorsque tout le monde pourra lire, lorsque tout le monde saura lire, alors il n'y aura plus de problème d'obscurantisme, parce que tout le monde aura accès à la connaissance, et donc on ne pourra plus la bloquer. Bon, et là vous voyez par exemple le nombre de livres qui ont été écrits en France depuis le XVe siècle jusqu'au XVIIIe. Après, ça explose. On ne pourra plus la bloquer et donc tout le monde aura accès à la connaissance. Sauf, bien sûr, si on... et tout le monde aura accès à la connaissance. Donc ça, c'était l'idée qu'avait Voltaire, et on trouvait que c'était juste, et on allait sortir de cet obscurantisme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux ? Alors, avec les réseaux sociaux, donc je vous ai fait un réseau de 9 personnes, 2 fois le même, vous voyez ? Alors, au départ, vous aviez l'information qui arrivait d'une source et qui arrivait sur tout le monde. Alors évidemment, si vous coupez la source, vous n'allez pas, les gens n'auront pas de connaissances. C'est ce qui se passait autrefois, c'est ce qui se passe encore dans certains pays sur les femmes quand on veut les empêcher d'aller à l'université. Mais aujourd'hui, on a bien sûr une désinformation qui peuvent être données comme ça, mais on a surtout des informations qui viennent dans le réseau, du réseau, et chacun émet son idée. Et c'est une information qui n'est pas triée, qui est... Alors, vous avez des choses qui sont justes, des choses qui sont fausses, des choses qui sont à moitié justes, des choses qui font peur, etc. Et cette information non triée,
eh bien, elle va nous faire retomber dans l'obscurantisme, parce que c'est un peu comme quand vous avez trop d'informations, c'est comme si vous n'aviez plus d'informations. Vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire. Enfin, croire, j'aime pas ce terme pour la science, mais en quoi faut-il avoir confiance, en quoi peut-on ne pas avoir confiance. Et cette information non triée, elle est extraordinairement difficile à se prémunir de ça, parce que vous en avez besoin de cette information. Mais vous ne savez pas, vous n'avez pas le temps, n'importe qui, doit faire confiance à une source. Donc il faut que vous retrouviez la source, et retrouviez la source dans cette pelote, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, au passage, vous pouvez remarquer que les deux réseaux sont de taille identique. Quand vous regardez celui-ci, vous voyez, et quand vous regardez l'autre avec les réseaux, vous avez l'impression qu'il s'est rétréci. C'est une illusion d'optique comme tout à l'heure, parce que vous avez mis vous les avez reliés les uns avec les autres. Donc cette information non triée fait en sorte qu'à l'intérieur de ces informations, vous trouvez ce qu'on dit aujourd'hui les fake news, qui en fait est un terme qui est arrivé des États-Unis avec la presse américaine. Et j'aime beaucoup cette caricature de l'Américain Frederick Burnhopper en 1894, qui montrait comment les fake news pouvaient arriver très très vite à l'époque avec un média qui courait facilement. Mais aujourd'hui, alors les fake news arrivent encore beaucoup plus vite, parce qu'elles arrivent avec la vitesse des électrons. Et il y en a une qui fait tomber Agile à la renverse. Et moi aussi d'ailleurs, parce que en l'occurrence, je suis Agile, qui dit acheter le détecteur CO2 Covid. Mais vous avez réfléchi ? CO2 Covid, détecteur CO2 Covid. Alors détecteur CO2, je connais, Covid, je connais, mais alors le détecteur CO2 Covid, ça c'est quand même un peu étrange. Alors quand vous avez, mettons, une quinzaine de personnes dans une pièce, et puis, cette pièce fait, mettons, 15 mètres carrés, mettons un peu plus, même 30 personnes dans une pièce de 15 mètres carrés, qui est bien étanche, et qui rentrent et qui se mettent à travailler. Alors, ces gens respirent, évidemment. Donc, l'oxygène de l'air de la pièce diminue, et puis ils recrachent du CO2, le CO2 augmente. Votre détecteur va vous le dire. Il va vous dire, attention, il n'y a plus de CO2. Au bout d'un moment, le signal rouge va s'illuminer, il faut ouvrir les fenêtres. Bon, mais ça, on pouvait le faire avec un minuteur, comme autrefois, les minuteurs manuels, là, qui vous disaient, attendez, votre rôti est cuit. Donc, en fait, le CO2 ne sert que de détecteur CO2, en l'occurrence, sert de minuteur. Mais alors, Covid. Mais si personne n'a le Covid dans la pièce, personne ne va l'attraper. Et puis, si de toute façon, de l'autre côté, vous vous trouvez seul à seul avec une personne qui a le Covid, vous allez l'attraper, et il y aura pas, et vous pourrez mesurer tout le CO2 de la pièce, que vous ne verrez pas du tout que le CO2 est trop important. Donc en fait, de mettre deux mots comme détecteur CO2, qui est tout à fait raisonnable, si ça vous amuse de le mesurer, c'est parfait. Deuxièmement, Covid, qui est une maladie, ensemble, pour vous obliger à acheter un gadget, moi, je ne trouve pas ça raisonnable. Donc ça, c'est ce genre d'insinuation mercantile qu'on pourrait s'éviter d'avoir. Alors après le fake news, il y a pire encore. Il y a la théorie du complot. Alors la théorie du complot, celle-ci, j'ai pris l'exemple que tout le monde connaît, c'est l'exemple des platistes. Alors en gros, on dit qu'il y a 10% de platistes, donc si je compte le nombre de personnes dans la salle, j'en ai un certain nombre. Et je vais essayer de les convaincre que la Terre n'est pas plate. Donc, les platistes pensent que la Terre est plate. Alors, ils vous racontent que tout le monde croyait que la Terre était plate au Moyen-Âge. Ce n'est pas du tout vrai. Les Grecs savaient déjà que la Terre était ronde. Au Moyen-Âge, on pensait absolument que la Terre était ronde. Ceux qui avaient l'éducation, évidemment, ceux qui ne l'avaient pas, ne se posaient pas la question. Donc, de toute façon, il n'y avait pas de problème. Alors, ils s'imaginent que la Terre est plate, que la Terre ne bouge pas, que c'est le Soleil qui se déplace, et que cette Terre plate, en fait, elle est entourée de l'Antarctique, et qu'il y a un dôme, et que la bordure d'Antarctique nous empêche l'eau de partir, on ne sait pas où d'ailleurs, parce que c'est ainsi.
Donc ça, c'est l'imagination que les gens racontent d'une Terre plate. Alors il y a un livre avec des photos absolument superbes, où vous voyez des canaux en vous expliquant pourquoi la Terre est plate, l'horizon, pourquoi la Terre est plate, etc. Alors ce livre, je l'ai lu, et vous avez 200 raisons pour vous dire que la Terre est plate. Et l'une d'entre elles, qui est absolument incroyable quand vous la lisez, c'est la chose suivante. Imaginez, il vous dit l'auteur, que la Terre tourne, comme on nous raconte, avec une vitesse linéaire de 1600 km/h. Si vous êtes sur la Terre, vous tournez à 1600 km/h. Ensuite, la Terre tourne autour du Soleil, et puis le Soleil tourne autour du centre de la galaxie. En gros, on se déplace à 1 million de km/h. Bon, dans l'espace. C'est rapide quand même, hein. Et donc, mais comme c'est une vitesse, ça n'a pas d'importance, tout le monde tourne à la même vitesse. Donc, vous êtes sur la Terre à 1600 km/h, et puis tout d'un coup, vous faites décoller un avion qui, lui, ne vole qu'à 800 km/h. Alors, il dit, puisque la Terre tourne à 1600 et l'avion à 800, il n'atteindra jamais son objectif. C'est évident. Et le mot « c'est évident » est à bannir, parce que, en fait, là, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de mesure, il n'y a rien. Il y a juste un « c'est évident ». Et le « c'est évident », c'est faux, parce que vous n'avez pas du tout pris en compte ce que des gens ont mis des siècles à comprendre, qui est le référentiel. Quand on est dans le référentiel de la Terre, quand on est dans celui du Soleil, quand on est dans celui du train, dans celui d'avion, etc., la notion de référentiel est extraordinairement importante. Elle est difficile à faire comprendre, et les professeurs ont beaucoup de mal, et c'est très, très courageux de leur part de répéter ce que c'est qu'un référentiel, les référentiels relatifs les uns par rapport aux autres, et donc c'est ça la notion qu'il est. Alors, quand on n'a pas le temps, parce que sinon, si on a le temps d'expliquer, ça marche, mais quand on n'a pas le temps, la recherche, la science devient chaos devant l'opinion, parce qu'on vous dit c'est évident, puis vous ne savez plus rien faire. Alors vous cherchez une contre-expérience, et vous prenez le platiste en question, vous lui dites tu viens dans le train TGV avec moi, il roule à 300 km/h, il y a un enfant à côté qui a envie de lancer sa balle, alors il lance un peu sa balle, tout d'un coup il la lance haut. Alors on lui dit, tu vois, la balle elle est là-haut, le train roule, elle va tomber sur la tête du gars derrière. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La balle, elle était partie avec la vitesse du train quand le train est parti. C'est le sens du référentiel. Donc c'est comme ça, je crois, qu'il faut qu'on arrive à combattre ces théories du complot qui nous sont un véritable cancer de l'esprit. Alors donc, sans démarche scientifique, la science n'existe pas, c'est le retour à l'obscurantisme, c'est l'entrée dans le chaos, et pour lutter, il faut lutter contre la faillite de l'éducation, revenir aux données chiffrées, garder l'esprit critique surtout et l'étonnement, et puis limiter le périmètre de la science. Une fois qu'on sait, qu'on connaît la science, on peut se poser la question. On a envie d'inventer, de progresser. Et donc, est-ce que la création humaine va-t-elle dépasser l'humain? Ça, c'est les questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Donc, déjà, il faut combattre les fake news, il faut arrêter les théories du complot, et de plus, maintenant, s'attaquer au véritable problème, qui est la création humaine dépasse-t-elle l'humain? Alors, tout à l'heure, on a parlé de la somme de connaissances énorme, comme le pauvre qui se trouve au milieu de ces papiers, mais qui aujourd'hui se trouve dans des fermes, enfin ça s'appelle des fermes, mais c'est des serveurs gigantesques qui contiennent des quantités phénoménales d'informations. Et cette information, elle est utilisée de manière numérique, et puis vous avez toute la réalité virtuelle et les effets spéciaux dont vous avez eu, je crois, il y a quelques semaines, des exemples tout à fait extraordinaires. Donc on se pose déjà des questions en se disant où est la vérité réelle
Et où est est-ce qu'il y a une vérité virtuelle? Qu'est-ce que c'est que le réel et le virtuel? Quelquefois, vous vous réveillez le matin, vous dites « Ah, mais j'ai rêvé » ou « C'était vrai ce que j'ai vécu ». Mais quand vous allez être sans arrêt avec de la virtualité, là, ça va vous poser un problème dans votre tête pour bien savoir quand est-ce que c'est réel et quand est-ce que c'est virtuel. Et est-ce que le réel dépasse le virtuel, etc. Donc là, il va falloir qu'on devienne très agile, c'est le cas de le dire, du cerveau. Et par-dessus le marché, ce qui vient de nous arriver là récemment, eh bien, qui arrive du tuyau des numériques, là, c'est le chat GPT. Alors, ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et en fait, ce chat GPT, il vient au départ, il a été fait quand on a commencé à faire de la traduction. Quand vous avez un robot qui vous traduit et qui vous même traduit mieux qu'un traducteur, vous vous posez la question en vous disant mais comment est-ce possible qu'un robot qui ne comprend strictement rien puisse me traduire aussi bien un texte? Alors en fait, c'est parce que dans le corpus du robot, il y a énormément de textes traduits et que donc il peut trouver des morceaux de phrases pour traduire ce que vous lui avez dit dans une autre langue. Donc plus vous allez lui donner d'informations, plus il va se traduire correctement. Et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui quand vous posez une question. Eh bien, au robot, eh bien, il va prendre toutes les informations, il va aller chercher dans les serveurs les correspondants au point de vue des mots, au point de vue de la logique, au point de vue de la grammaire, et il va vous traduire et vous donner ce que vous avez envie d'entendre ou de voir ou d'écouter, etc. Donc, il peut vous faire de la musique façon Bach, il peut vous faire écrire une lettre à votre percepteur, faire votre discours. Tenez, monsieur le maire, ça sera très pratique pour vous. Et donc, vous pourrez lui dire ce que vous voulez, vous donner les mots-clés et il vous sort un discours. Et là, alors ça fait peur à certains, hein, beaucoup, même les profs se disent « Oh là là, mais les étudiants vont me sortir des discours comme ça va être des textes. » Donc c'est une question importante, mais moi je pense qu'il faut prendre le problème dans le bon sens et se dire « Bon, maintenant on a cet outil, il faut l'utiliser intelligemment, mais surtout ça va nous faire comprendre, puisque ce robot ne comprend pas, comprendre ce que c'est que comprendre. Qu'est-ce que l'humain a de plus? Qu'est-ce que c'est que la compréhension, au fond? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Quand vous entendez quelque chose, pourquoi ça résonne en vous? Et c'est là où on aura besoin, peut-être aussi, et même j'en suis sûre, des sciences humaines et sociales, qui ne sont pas mesurables, mais qui nous seront très utiles pour décrypter ce qu'on est en train de se fabriquer. Alors voilà, Agile se pose la question, où est l'humain? Alors vous voyez les gamins, là, il y en a deux, ils ne sont plus du tout avec nous. Le petit qui n'a encore pas de lunettes, il nous regarde en souriant, en se disant « Ah !» Mais bon, donc on se pose la question, où est l'humain? Et là, je crois qu'il va falloir qu'on remette bien l'humain au centre, utiliser tous nos outils, mais quand même garder l'humain en tant qu'humain, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors Agile, il en avait un peu assez de tout ça à la fin au dernier chapitre, donc il se dit, je vais préparer un déjeuner pour mes amis, et il part au marché, et il se dit, je vais commencer par faire une entrée de tomates. Alors, il voit le marchand, et le marchand lui dit « Ah, mais moi j'ai des tomates, vous pouvez trouver ce que vous voulez, des cœurs de bœuf, des olivettes, des petites tomates rondes en grappes, et puis des tomates à l'ancienne. » Alors, Agile se dit « Tomate à l'ancienne ». Il commence à réfléchir, comment est la tomate? La fleur de tomate. Alors, la fleur de tomate, d'abord tomate, ça vient du mot tomati en aztèque. Les tomates sont venues d'Amérique centrale, d'abord du Pérou, puis du Mexique, et puis de l'Équateur et du Mexique. Et donc, elles ont été importées, les graines de tomates, par les conquistadors, et donc elles ont été d'abord plantées au sud de la Méditerranée. Et la fleur de tomate, elle présente l'avantage de s'auto-féconder. C'est-à-dire qu'elle contient à la fois les organes mâles, les étamines, qui renferment des grains de pollen, et les organes femelles, le pistil.
Alors la tomate, elle a beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas de genre. Donc elle n'a pas de problème de genre, la tomate. D'ailleurs, vous pouvez dire le tomate ou la tomate, comme ça vous chante. Moi, j'aime bien ma langue, la langue française, donc je dirais toujours la tomate. Mais donc il se pose cette question et surtout il se dit, mais ces tomates à l'ancienne, est-ce que c'est des graines qui sont des graines qui datent de cette époque-là? Mais pas du tout, parce que pendant tout un moment, longtemps même, quand vous regardez dans l'encyclopédie Diderot, vous voyez déjà la définition des tomates et vous voyez très bien qu'elles étaient à l'époque rondes, etc., et rouges. Et donc, c'est des tomates qui sont extrêmement récentes, qui sont hybridées récemment, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser la plante s'hybrider elle-même, se féconder elle-même, vous prenez une autre plante et puis vous les mélangez, donc ça vous donne de l'hybridation. À la limite, si vous avez envie, vous pouvez faire des OGM. Et vous faites pousser ces tomates dans des serres avec des plants qui grandissent, qui sont assez hauts, et puis elles poussent sur des engrais ou des fibres de coco et des choses comme ça. Et c'est ces tomates-là qu'on vous dit être tomates à l'ancienne. Alors on a commencé à mettre une réglementation en disant il faut qu'elles aient plus de 50 ans. Bon. Et pour qu'elles soient considérées à l'ancienne, mais c'est comme ça. Et en fait, on voit bien que c'est dû à la consommation, c'est-à-dire que les gens sont sensibles à ce qui existait autrefois et qu'ils se disent ça doit être meilleur, etc. Alors Agile, il en a vraiment assez de toute cette histoire. Il demande aux marchands, bon, je fais confiance à l'Organisme mondial de la santé, ces tomates sont saines, toutes les unes comme les autres, je vais prendre celles qui sont meilleures au goût. Est-ce que je peux les goûter ? Alors, le gars lui dit oui, puis il lui dit je vais vous les payer, il les goûte, il en trouve des succulentes, et il dit je vais faire une entrée, je vais couper les tomates en rondelles, je vais mettre des petites rondelles d'oignons, je vais mettre du basilic, de l'huile d'olive, et ça va me faire mon entrée formidable. Donc ça, c'est le dernier chapitre du livre, et alors, lors du déjeuner, il y a une grosse discussion sur l'obscurantisme, et je vous laisserai la lire. Et puis, quand tout le monde est parti, il a envie de reposer un peu, de réfléchir surtout, et il repart solitaire. Et puis, il pense à Edmond Rostand et à son théâtre qui est Chanteclair, où il est question d'un coq qui est tellement fier qu'il croit que c'est son chant qui fait lever le soleil. Et aujourd'hui, on peut penser qu'il y a certaines personnes qui croient que c'est peut-être eux-mêmes qui font des choses assez extravagantes. Et donc, dans cette ode, dans ce livre d'Edmond Rostand, Agile repense à ce qu'il avait appris quand il était petit, et surtout l'ode au soleil. Alors, si je m'en souviens bien, c'est « Je t'adore, ô soleil ». Tu mets dans l'air des roses, la flamme dans la source, le Dieu dans le buisson. Tu prends un arbre obscur et tu l'apothéoses. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame Bréchignac. Je vous invite à vous poser un petit peu. Voilà. Donc